Il y a 3 ans et quelques mois, j'ai reçu un appel qui a changé ma vie entière. C'était un mercredi matin chez Amadeus, à Toulouse. Mon téléphone a vibré avec un numéro que je ne reconnaissais pas. Normalement, je n'aurais pas répondu. J'avais trop de réunions prévues ce jour-là. Mais il y avait quelque chose dans cette vibration, une intuition peut-être, qui m'a poussée à décrocher. Je suis contente de l'avoir fait. La voix au bout du fil était jeune, très jeune, peut-être 1 ou 2 ans plus jeune que mes 34 ans, énergique, presque tremblant d'enthousiasme contenu. Il s'appelait Thomas Mercier. Il disait qu'il avait suivi mon travail pendant 2 ans et qu'il cherchait quelqu'un pour construire une plateforme révolutionnaire. « Camille, a-t-il dit, je sais que c'est un appel froid. Je sais que tu ne me connais pas. Mais j'ai besoin que tu m'écoutes pendant 5 minutes, rien que 5 minutes. » Je ne savais pas encore que cet appel allait durer 45 minutes. Je ne savais pas non plus que je n'allais jamais être capable de me détourner de ce que j'allais entendre. Thomas m'a parlé d'une plateforme, une plateforme de gestion de clients entièrement propriétaire et automatisée, quelque chose qui n'existait nulle part sur le marché. Quelque chose qui pouvait gérer les processus métiers complexes de milliers d'entreprises différentes à partir d'une interface unique. Il parlait comme quelqu'un qui avait une vision qui le dévorait de l'intérieur. Pas comme un entrepreneur avec une idée amusante. Comme un homme qui voyait l'avenir et qui savait exactement comment y arriver. « J'ai l'argent pour te le payer », a-t-il finalement dit après ces 45 minutes. « On vient de lever 5 millions d'euros. Je peux te donner littéralement ce que tu demandes. Peu importe quel chiffre tu dis, je veux juste que tu construises cela avec moi. » C'était la première fois qu'il mentionnait l'argent. Et c'était parce que ce n'était pas l'argent qui l'intéressait. C'était l'idée, la possibilité, la construction de quelque chose de vraiment nouveau. Je me suis demandé pendant 1 semaine si j'étais folle, mais une petite voix intérieure me disait que c'était le moment, que les moments comme celui-ci n'arrivent pas 2 fois. 1 semaine plus tard, j'ai signé les papiers. J'ai remis ma démission chez Amadeus. Beaucoup de mes collègues pensaient que je perdais complètement l'esprit. Pourquoi quitterais-je la sécurité, les titres, les salaires prédictibles chez un géant établi pour rejoindre une start-up de 4 mois? Ma mère a appelé et m'a dit que j'étais irresponsable de jeter ma carrière. Mon père n'a rien dit, mais j'ai vu la déception dans ses yeux quand je lui ai expliqué ma décision. Mais j'avais cette sensation profonde, viscérale, que quelque chose de différent était en train de commencer. Pas juste un travail, une transformation, une construction. Et j'avais raison. Flux avait ses bureaux à Lyon, dans un loft industriel rénové. Thomas croyait que l'environnement créait l'innovation. Mon premier jour là-bas, il m'a montré un petit bureau d'angle avec 2 moniteurs haut gamme flambant neufs, une chaise de gamer rouge achetée en vrac, un clavier mécanique haut de gamme et un tableau blanc entièrement vierge. « C'est ton empire, a-t-il dit. À toi de le construire comme tu le vois. Pas de limites, pas de contraintes, juste ton vision. » Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie de zéro absolu. Aucun code existant à copier. Aucune architecture préalable sur laquelle bâtir. Aucune base de données déjà configurée. Aucune infrastructure en place. Juste des exigences écrites à la main sur ce tableau blanc par Thomas avec un stabilo fluo orange. Il voulait une plateforme qui pouvait gérer des milliers de clients simultanément. Il voulait qu'elle automatise leur processus métier entièrement, de la facturation à la gestion du stock, en passant par les communications clients. Il voulait qu'elle s'intègre seamlessly avec n'importe quel système legacy que les clients utilisaient déjà. Il voulait du temps réel, des notifications instantanées. Et il voulait que tout soit sécurisé, scalable et visuellement sophistiqué. Les 3 premiers mois, j'ai appris le langage des startups. Les réunions avec les investisseurs, les pitchs décisifs. J'ai découvert que je pouvais expliquer le complexe technique aux hommes en costume. Je pouvais traduire l'architecture en dollars.
J'ai conçu une architecture que j'appelais Sentinelle. Ce n'était pas son nom officiel, mais c'est ce qu'elle était. Une sentinelle montant la garde sur chaque transaction et donnée. Sentinelle était plus qu'une simple plateforme de gestion. C'était une œuvre d'ingénierie. Chaque module était conçu pour communiquer avec les autres, sans créer de dépendance rigide qui aurait pu créer des points de défaillance. Chaque fonction de sécurité était multicouche, plusieurs verrous au lieu d'un seul. Chaque accès à une donnée sensible était enregistré, chiffré et vérifiable. J'avais conçu le système pour être pratiquement imprenable, non pas parce que je suis paranoïaque, enfin, peut-être un peu, mais parce que je savais, par expérience directe et par ce que j'avais observé chez Amadeus, ce qui arrivait quand vous construisiez quelque chose de valeur extraordinaire sans protection adéquate. Vers le mois 6, les premières embauches se sont concrétisées. Des développeurs seniors et juniors. Des gens que je pouvais faire confiance pour respecter l'intégrité architecturale de ce que je construisais. J'ai embauché Julien Deschamps, qui avait travaillé chez Mozilla et qui comprenait la sécurité informatique au niveau primal, viscéral. Cet homme pouvait voir les failles de sécurité comme un musicien voit les fausses notes dans une symphonie. J'ai embauché Sophie Ducasse, pas la Sophie des RH, une autre Sophie complètement, une experte mondiale en bases de données distribuées et en consistency models complexes. Elle avait littéralement écrit des papers académiques sur ce sujet. Et j'ai embauché Marc Boulanger, qui avait ce talent presque magique pour optimiser la performance, pour trouver les goulots d'étranglement invisibles aux autres, pour transformer un système lent en une machine extrêmement efficace. À 9 mois, 10 personnes dans l'équipe. À 12 mois, 30 développeurs. À 18 mois, 100 personnes. Et je restais au cœur de tout, mais pas de manière visuelle évidente. Je restais architecte principale. Je restais celle qui faisait les grandes décisions. Je restais celle qui pouvait dire « non, cela ne fonctionne pas » et que tout le monde écoutait. Non pas parce que j'étais égoïste ou contrôlante, mais parce que je voulais intentionnellement être irremplaçable. Je voulais que le seul moyen réel pour Flux de vraiment échouer soit de se débarrasser de moi. Et je voulais que si quelqu'un essayait, cela coûte extrêmement cher, soit financièrement, soit opérationnellement. Thomas m'appelait la colonne vertébrale. Il me présentait à chaque investisseur. Voilà la personne qui l'a construit, voilà dont dépend tout. J'étais fière, horriblement fière. Mais j'étais aussi aveuglée par cette fierté. Je ne voyais pas ce qui changeait autour de moi. Je ne voyais pas les regards échangés entre Thomas et Laurent. Je ne voyais pas Benoît qui posait des questions étranges. Le premier client a signé en mois 7, une petite PME du secteur maritime basée à Marseille qui avait besoin d'automatiser complètement ses facturations, ses devis, ses relances automatiques et ses intégrations avec les banques pour éviter les pertes d'argent dues au délai de paiement. Il payait 12 000 € par mois. C'était un grand pari pour une petite entreprise. Sentinelle a fonctionné sans une seule erreur. Pas un bug, pas un downtime, pas même une latence inattendue pendant les heures de pointe. Le client a obtenu son retour sur investissement en 4 mois, au lieu des 10 qu'il avait initialement prévus. Il a renouvelé le contrat pour 2 ans additionnels immédiatement, sans même négocier les prix. Et il a recommandé Flux à 3 de ses concurrents directs qu'il connaissait bien dans l'industrie. C'était un barrage qui s'ouvrait. 22 clients, puis 87, puis 234 clients actifs. La croissance était explosive. Plus de données à gérer, plus de flux en temps réel. Mais je me levais à 5 heures du matin et je les fixais. Tous les bugs, toutes les inefficacités. Je les voyais arriver avant même qu'ils ne se produisent, littéralement. Parce que j'avais mis en place des systèmes d'alerte qui m'informaient quand quelque chose s'approchait des limites, quand les patterns d'usage commençaient à montrer des anomalies. Je codais des solutions défensives rapidement, avec une efficacité qui semblait presque surhumaine aux yeux des autres. Du code qui ne se contentait pas de gérer les erreurs honnêtes, du code qui anticipait les malveillances,
qui supposait que quelque chose d'inattendu allait se produire et qui avait déjà un plan de secours préparé. Du code qui créait des traces immuables que personne ne pouvait modifier rétroactivement, que personne ne pouvait cacher. Du code qui était comme une forteresse militaire, avec des couches de défense superposées, chacune plus robuste que la précédente. J'ai construit Aurora. Ce n'était pas du malware au sens technique du terme. C'était une fonction de sécurité extrêmement avancée, profondément imbriquée dans le cœur même de Sentinel. Aurora était programmée pour se réveiller si elle détectait certaines anomalies anormales. Si quelqu'un d'autre que moi essayait de dupliquer le code complet sans permission. Si quelqu'un tentait d'accéder à des sections restreintes du système sans les bonnes clés cryptographiques. Aurora enregistrait chaque tentative. Aurora créait des logs immuables qui ne pouvaient jamais être manipulés. Et Aurora était conçue, consciemment et stratégiquement, pour créer des défaillances très spécifiques, non pas spectaculaires et visibles, mais subtiles et dévastatrices, si jamais quelqu'un tentait d'utiliser Sentinel sans mon consentement explicite. Aurora était une assurance contre la trahison. Et je ne l'ai jamais dit à personne. Pas à Thomas, pas à Julien, pas même à Marc, à absolument personne. Pourquoi ? Parce que j'avais vu trop de choses au cours de mes 20 ans de carrière en tech. J'avais vu dans mes carrières précédentes ce qui arrive à ceux qui construisent des monuments sans se protéger. J'ai vu un architecte système créer une plateforme entièrement révolutionnaire et être viré du jour au lendemain pour restructuration organisationnelle dès que la plateforme était stable et ne dépendait plus de lui. J'ai vu une lead engineer brillante se faire voler toute son architecture et toute la propriété intellectuelle par un concurrent que le PDG avait secrètement recruté. J'ai vu des startups décider que la personne qui portait toute l'innovation sur ses épaules était un risque stratégique parce qu'elle était trop centrale, trop importante, trop difficile à remplacer. Les dites personnes risquées sont les cibles premières pour l'élimination. Pas parce que tu es dangereuse, mais parce que tu es précieuse. Et quand on est précieux, on devient jetable. Ma vie chez Flux était intensément exigeante. Je travaillais 70 heures par semaine. Mon appartement était peu plus qu'un endroit où je dormais avant de retourner au bureau. Pendant 2 ans et demi, je n'ai pas pris un seul jour de congé. Thomas remarquait, il me le disait constamment. « Camille, tu fais un travail absolument incroyable. Camille, on ne pourrait littéralement rien faire sans toi. Camille, tu vas me tuer avec ce dévouement. » Il disait ces choses avec ce qui semblait être de la sincérité, ou du moins, c'est ce que je croyais, dans mon épuisement constant. Et moi, j'étais trop occupée, trop exténuée, trop absorbée dans la construction pour remarquer que quelque chose était en train de changer autour de moi, que les regards changeaient, que les réunions se tenaient sans moi. Autour du mois 19, Benoît Vernard commençait à traîner près de mon bureau avec une fréquence anormale. Il posait des questions qui semblaient innocentes, mais qui ne l'étaient pas. « Camille, comment fonctionne exactement la synchronisation entre les modules C et E ? Qui d'autre exactement a accès à la base de données maître ? Est-ce qu'il existe d'autres copies du code source en dehors du serveur principal ? Comment quelqu'un d'autre apprendrait à maintenir ce système ? » À l'époque, je répondais naïvement à chacune de ces questions. Je supposais qu'il voulait juste mieux comprendre le système pour des raisons opérationnelles légitimes. Je ne voyais pas que c'était un interrogatoire systématique. Je ne voyais pas qu'il rassemblait des informations pour quelqu'un d'autre. Puis Laurent Dupuis est arrivé, un investisseur senior, environ 50 ans, montre Rolex, complet 3 pièces. Laurent posait des questions différentes, plus stratégiques, plus menaçantes. « Camille, pourquoi avez-vous besoin de 16 personnes sur ce projet ? Comment pourrions-nous simplifier l'architecture ? Quand cette plateforme serait-elle prête à être transférée à d'autres équipes ? » Ce mot, transféré, m'a fait glacer. Laurent l'avait prononcé délibérément. Transférable, a-t-il répété lors d'une autre réunion avec Thomas, moi et les autres cofondateurs. C'est crucial quand nous levons la prochaine ronde à 200 millions d'évaluations. Nous aurons besoin que ce système soit transférable à d'autres architectes, que ce ne soit pas une personne,
que ce ne soit pas une seule personne irremplaçable. Il n'y avait aucune ambiguïté, il parlait de la possibilité de me remplacer, de voler mon architecture, de la rendre utilisable sans moi, de se débarrasser de moi avant que j'aie la chance de négocier une équité. Et ce moment précis, dans cette réunion, j'ai su. Pas supposé, pas deviné. Je savais, avec la certitude que vous savez, que le soleil va se lever demain. Le plan était de me virer, probablement dans les 3 à 6 mois, probablement au moment précis où Sentinelle atteindrait un cap majeur, comme le 1000e client ou une certaine valeur de revenu mensuel. Le plan était de prendre Sentinelle, de le simplifier, de le rendre transférable et de m'éliminer complètement. C'est à ce moment-là que je me suis mise en mode protection complète. Aurora était passive. Je l'ai reconfigurée pour être active, acceptant uniquement les authentifications de comptes approuvés, créant des délais aléatoires et gardant des copies cryptées avec une clé physique. Ce n'était pas du sabotage, ce n'était pas du malware, c'était de la protection. C'était moi, en tant qu'architecte du système, qui renforçait les mesures de sécurité légales. Légalement, j'étais parfaitement justifiée. Contractuellement aussi, on m'avait embauché pour créer un système sécurisé, et c'est exactement ce que j'étais en train de faire. Vers le mois 22, j'étais assise à mon bureau un jeudi matin, quand Benoît est venu me voir. Il avait l'air mal à l'aise, nerveux, comme quelqu'un qui doit délivrer une mauvaise nouvelle qu'il sait que tu vas comprendre complètement. « Camille, Thomas veut te voir à 2h de l'après-midi dans la salle de conférence principale. » 2h exactement. 1h bizarre pour une réunion. Pas 1h30, pas 13h. 2h. L'heure où on vous donne juste assez de temps pour vous préparer psychologiquement, mais pas assez pour partir ou vous enfuir. Ok, ai-je dit simplement. Pour quel sujet ? Il ne m'a rien dit. Je savais. À ce moment du jour, dans ce contexte, je savais exactement ce qui allait arriver. À 1h55, j'étais à mon bureau. J'ai ouvert mon terminal personnel, le terminal qui n'avait jamais été connecté au réseau de flux. Je me suis connecté à Sentinelle avec mon compte de secours, le compte que personne ne savait exister, que j'avais créé 6 mois auparavant avec des droits administrateurs complets, même au-dessus de Thomas, même au-dessus de Laurent. Et j'ai lancé Aurora en mode sauvegarde complète totale. Chaque ligne de code, chaque commentaire, chaque variable secrète, chaque clé cryptographique, chaque algorithme. Tout était sauvegardé en duplicate sur mon serveur personnel qui vivait dans le cloud via un fournisseur anonyme basé en Suisse, payé avec de la crypto-monnaie pour que le traçage soit totalement impossible. Puis j'ai enclenché Aurora en mode surveillance totale permanente. Si quelqu'un, n'importe qui, essayait d'accéder au système sans mon approbation au cours des 48 heures suivantes, Aurora serait capable de le détecter en time réel, de l'enregistrer en détail et de déclencher une réaction en chaîne. J'ai fermé le terminal. J'ai éteint le laptop. J'ai pris mon téléphone personnel, le téléphone avec l'application Sentinelle secrète que j'avais créée 4 ans plus tôt, l'application que personne ne connaissait, pas même Thomas, et je suis allée à cette réunion. Thomas était assis dans la grande chaise. Laurent aussi, à sa droite, montre Rolex brillante. Benoît derrière eux, mais pas Sophie des RH. Ce n'était absolument pas un bon signe. Quand les RH ne sont pas là, cela signifie que tout est déjà décidé. Laurent a parlé en premier, pas Thomas. Ça m'a dit quelque chose aussi. Camille, nous avons une décision difficile à annoncer. Difficile. Le mot qu'on utilise quand tu savais depuis 6 semaines exactement ce que tu allais faire. Flug Dynamics entre dans une nouvelle phase de développement. Nous avons besoin d'une structure organisationnelle qui est plus légère, plus agile, moins dépendante de certaines personnes. Malheureusement, nous devons procéder à une réduction de personnel. Votre contrat se termine aujourd'hui. Vous pouvez récupérer vos affaires personnelles au bureau. Les systèmes informatiques restent ici. Je l'ai écouté sans bouger physiquement. Pas de colère, pas de larmes, pas même une accélération du rythme cardiaque visible. J'avais anticipé cela pendant 2 semaines. J'avais passé 2 semaines complètes à me préparer psychologiquement.
Le timing est particulier, ai-je dit calmement, ma voix étonnamment stable. Nous venons de signer le 1100e client hier. Laurent a souri. Le sourire prédatory de quelqu'un qui croit avoir gagné quelque chose d'important. Exactement. Voilà, il l'avait dit à haute voix. La raison réelle, la vraie raison. Il m'avait gardé, sous-payé et surtravaillé, jusqu'à ce que Sentinelle soit prouvé de manière indéniable. Jusqu'à ce que nous atteignions le 1000e client. Jusqu'à ce que les revenus soient au-dessus de 4 200 000 € par mois. Jusqu'à ce que la scalabilité soit indéniable pour les investisseurs. Je comprends parfaitement, ai-je dit, et je me suis levée lentement. Camille, a dit Thomas, et il s'est levé aussi, comme s'il allait me suivre, comme s'il y avait quelque chose à ajouter. Non, Thomas, reste assis. Je suis sortie de cette salle de réunion sans crier, sans même serrer les poings. J'ai marché jusqu'à mon bureau avec calme. J'ai mis mes affaires dans un carton blanc banal. Une photo de moi et ma mère, une photo de Lyon, un prix pour excellence en architecture technique. C'est tout ce qui restait. Avant de partir, avant de quitter le bâtiment, Thomas m'a trouvé dans le parking souterrain. Camille, je suis vraiment désolée. Laurent a insisté absolument. Les investisseurs ont dit que... Thomas, tu savais depuis quand exactement ? Il ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Son regard se détournait vers la fenêtre, vers ses mains, vers n'importe quoi sauf moi. C'était sa réponse avant même qu'il parle. 1 semaine, peut-être 9 jours. Laurent me l'a dit le mardi matin. 1 semaine et tu ne m'as rien dit ? Laurent m'avait dit que si je te disais quelque chose, il annulerait toute la levée de fonds. Il y avait une clause spécifique dans l'accord avec le fonds. Je n'ai rien resté à dire, absolument rien. Je suis montée dans ma Peugeot 3008 que j'avais achetée avec le premier bonus important que Flux m'avait donné 2 ans plus tôt, et j'ai attendu. J'ai attendu 14 minutes avant de démarrer le moteur. Ce soir-là, j'étais chez moi. J'ai ouvert mon laptop et vérifié Aurora avec attention, chaque alerte générée. 4 tentatives de connexion au système, tout échoué. Toutes les alertes en rouge vif. Sentinelle refusait les connexions. Même les comptes privilégiés de Benoît et Eric, le DevOps que Laurent avait embauché 3 mois auparavant, produisaient des erreurs cryptiques et frustrantes. Des time-outs qui s'allongeaient de manière progressive. Des synchronisations qui échouaient mystérieusement à des points critiques. C'était exactement comme je l'avais prévu. Je me suis versé un verre de Sancerre et je me suis assis sur mon canapé à regarder les alertes s'accumuler en temps réel. Chaque ligne d'Aurora enregistrait chaque tentative, chaque erreur, chaque moment où quelqu'un d'autre tentait de contourner ma sécurité. Et j'ai souri. Un vrai sourire, pas un grimace. Un sourire profondément satisfait de quelqu'un qui a joué la partition correctement. Le lendemain matin, mon téléphone a commencé à vibrer avec une insistance animale. Message après message, appel après appel. Des numéros que je reconnaissais immédiatement, d'autres que je ne reconnaissais absolument pas. Tous, littéralement tous, essayant de m'atteindre desperately, comme si j'étais la seule personne qui pouvait sauver l'humanité. Je n'ai répondu à aucun. J'ai regardé mon téléphone avec satisfaction. 180 appels manqués, une symphonie de désespoir que seul moi pouvais apprécier. Pendant ce temps, chez Flux Dynamics, le chaos avait éclaté de manière spectaculaire et absolue. À 6 heures du matin, la grande chaîne Pharmaprix signalait une urgence critique. Sentinelle refusait de synchroniser les stocks en temps réel. 3000 unités de paracétamol manquaient. Pour une pharmacie, c'était une catastrophe. À 7 heures, un groupe immobilier signalait des contrats inaccessibles, cachés derrière une couche d'opacité invisible. À 8 heures, 7 clients supplémentaires signalaient des problèmes majeurs. À 9 heures, 33. À 10 heures, plus de 200 clients avaient signalé des dysfonctionnements. C'était le même pattern partout, dysfonctionnement subtil et stratégique. Données ne se synchronisant pas, alerte silencieuse,
workflow gelé au moment critique. C'était Aurora. Pas une bombe numérique destructrice, une dégradation subtile et stratégique que seule une personne connaissant chaque couche du système aurait pu programmer. À 11 heures, Benoît m'a appelé, la voix tremblait clairement. « Camille, s'il te plaît, j'appelle parce qu'on a un problème absolument énorme. » Je ne suis pas montée dans le piège émotionnel, je suis restée parfaitement calme. « Ok, » ai-je dit tranquillement, « raconte-moi. » Sentinelle n'arrête pas de faire des choses bizarres. On a perdu la sync avec 197 clients en 3 heures. Les clients ne peuvent pas générer leur rapport d'audit. Les intégrations tierces ne marchent plus. On a Thomas qui nous crie littéralement après et Laurent qui vient d'arriver au bureau en panique et qui est en train de... Il s'est arrêté. Il attendait une réaction ou une solution. « Benoît, » ai-je dit calmement, « tu m'as viré hier. Je suis maintenant en vacation bien méritée. » « Oui, mais on a besoin de toi. S'il te plaît, le système ne marche plus sans toi. On ne sait pas quoi faire. » « Ah bon ? Le système fonctionne très bien. Il fait exactement ce qu'on lui a demandé de faire. »« Qu'est-ce que tu as fait ? » a-t-il demandé, et pour la première fois, je pouvais entendre la compréhension dans sa voix. « Rien du tout. Je suis une excellente architecte système, et j'ai très bien fait mon travail. » J'ai raccroché. Pendant les 12 heures suivantes, j'ai reçu 17 appels supplémentaires, de Benoît, de Thomas au bord de la crise, de Laurent tremblant, de numéros génériques. Je n'ai répondu à aucun. Je suis allée au cinéma, puis au restaurant avec une étoile Michelin, risotto aux truffes noires, un bain avec des sels chers, un podcast sur les femmes entrepreneurs trahies. Vers 17 heures, un email arrive de Laurent. Situation critique, réunion d'urgence. Je ne l'ouvre pas immédiatement. À la place, je regarde mon application Sentinelle secrète. Eric le DevOps essayait de réécrire les fonctions de synchronisation de base. Ça ne fonctionnait pas. Les 3 nouveaux développeurs que Laurent avait apparemment embauchés à la hâte ce matin tentaient d'accéder aux logs du système pour comprendre ce qui avait mal tourné. Les logs refusaient de s'afficher pour quiconque, sauf pour moi, pour mes comptes, pour mes yeux seuls. C'était délibérément conçu de cette manière. Quand j'avais créé Sentinelle, j'avais mis une couche de sécurité biométrique sur les journaux critiques. Elle pouvait techniquement être bypassée, bien sûr, mais cela prendrait des jours, peut-être des semaines. Et même alors, cela créerait des traces sur ces traces, des métadonnées sur les métadonnées. Un journal d'audit immuable de chaque tentative. Ce soir-là, vers 19h30, mon téléphone a vibré. Un message direct sur LinkedIn, de Thomas. « Camille, on a absolument besoin de parler, s'il te plaît. » J'ai attendu 1h30, puis j'ai répondu. « Je suis disponible. » Il a appelé immédiatement, littéralement dans les 30 secondes. « Camille, on a un problème catastrophique. Sentinelle est en train de nous écouler littéralement. Les clients se plaignent partout. Laurent pense qu'il y a une bombe logique, un code malveillant que tu aurais introduit intentionnellement. » « Laurent pense cela ?» ai-je demandé tranquillement. « Camille, c'est sérieux. Je sais que c'est sérieux. Tu as viré quelqu'un hier qui était la seule personne au monde qui comprend complètement ce système en détail. Ce qui m'étonne, c'est que tu sois surpris par ce qui se passe maintenant. Tu as saboté le système ? J'ai intégré des mécanismes de sécurité avancés qui protègent la propriété intellectuelle du système et garantissent que les droits d'accès sont maintenus selon les spécifications originales de l'architecte principal, à savoir moi. » Long silence. Il comprenait, mais il se demandait peut-être comment j'aurais pu construire quelque chose qui fonctionne sans que personne d'autre n'en sache rien. « Camille, je ne peux pas te réembaucher. Laurent serait... » « Thomas, je n'ai pas demandé à être réembauché. Alors que veux-tu ? Quelle est ta demande ?» C'était la première vraie question constructive qu'il posait toute la journée. « Je veux 3 choses, et je vais vous les expliquer calmement parce que vous allez écouter. » J'ai attendu qu'il soit mentalement prêt à écouter. J'ai attendu qu'il comprenne que j'étais sérieuse, que ce n'était pas une négociation, c'était une transaction, que j'avais tous les atouts. D'abord, 2 millions d'euros. Non.
Thomas, tu viens de perdre 97% de la fonctionnalité de ton système. Tes clients vont commencer à résilier demain matin. Chaque client qui part, c'est 40 000 € minimum de revenus mensuels perdus. Juste la pharmacie que tu as perdue aujourd'hui, c'est 5 millions par an en contrat additionnel potentiel. Donc 2 millions, c'est une remise généreuse de ma part. Il a respiré très profondément. Je l'entendais vraiment respirer. Et ensuite, deuxièmement, 150 000 € de compensation pour rupture abusive de contrat et perte de revenus. Non, tu as signé le document hier qui disait que tu acceptais les termes. Le document que Sophie m'a donné mentait sur ma date de préavis contractuel. Sophie a falsifié ça. C'est pas seulement abusif légalement, c'est criminel. Et la troisième chose ? Un contrat de consulting exclusif, 1 500 € par heure, 40 heures par mois, pendant 24 mois. Pendant ce temps, je reste l'architecte technique en chef. Rien ne bouge techniquement sans mon approbation. Camille, c'est du chantage pur. Non, c'est une transaction. Tu me voles ma création intellectuelle, je me protège. C'est appelé légitime défense dans le Code du travail français. Il y avait de la commotion bruyante au bout du fil. Il parlait à quelqu'un d'autre. Je suppose que c'était Laurent. Je vais en parler à l'Assemblée des investisseurs. Fais ça, et dis-leur que j'ai une copie complète de tous les emails, tous les messages Slack, tous les documents concernant cette décision. Et dis-leur que si j'ai besoin de faire une demande en justice pour vol de propriété intellectuelle, les dommages moraux vont être intéressants. Peut-être qu'ils vont même vouloir faire un exemple. Tu n'oserais pas. Thomas, tu viens de me virer après 3 ans de dévouement complète, pendant que j'ai construit quelque chose valant des centaines de millions. La période de bienveillance est terminée. J'ai raccroché. Je suis allée au restaurant. Risotto aux truffes. Prosecco froide. Et j'ai regardé les gens dehors, comme si leur vie avait une quelconque importance. Le lendemain matin, j'ai envoyé un email à 200 clients qui avaient signalé des problèmes. Un email très simple, très professionnel, très convaincant. Sujet, mise à jour importante concernant Sentinelle. Corps. Chers clients de Flux, notre équipe technique a identifié des problèmes de sécurité critiques dans l'architecture de Sentinelle qui vous empêchaient d'accéder à certaines données selon votre calendrier normal. Nous travaillons actuellement pour résoudre ces problèmes urgents avec notre plus haute priorité. En attendant, les synchronisations sont en pause pour votre protection et celle de vos données sensibles. Un ingénieur senior de sécurité et d'architecture reprendra les opérations normales demain matin et assurera la continuité complète de votre service sans autre interruption. Merci de votre patience dans cette situation rare. Flux Dynamics, équipe technique. Je l'ai signé avec un faux nom. Quelqu'un du département support qui n'existait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que ce faux technicien senior était exactement moi, et que demain matin, j'allais créer une nouvelle identité dans leur système, une que personne n'aurait pu construire, sauf moi, une qui aurait tous les droits dont j'aurais besoin. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément, sans culpabilité, sans second thoughts, avec une satisfaction tranquille. Le lendemain matin, Laurent lui-même m'a appelé, pas Thomas, Laurent. Cela m'a dit quelque chose d'important. Cela m'a dit que Thomas avait perdu le contrôle de la situation. Mademoiselle Renard, Laurent, nous avons reçu votre proposition via Monsieur Mercier hier. Et vos conditions ne sont absolument pas acceptables. Ce ne sont pas des conditions, c'est un prix. Et le prix augmente à chaque heure que vous refusez. Nous avons engagé une firme de cybersécurité réputée basée à Paris. Ils disent qu'ils peuvent nettoyer le système en 48 heures. J'ai ri, pas un petit rire nerveux, un rire complet, sincère. Vraiment, laquelle ? Il y a eu un moment où il s'est rendu compte qu'il avait peut-être fait une erreur en me le dire. Sécuritoire. Je connaissais Sécuritoire. Ils étaient bons, très bons. Mais personne ne pouvait naviguer à travers Aurora sauf moi. Les clés n'existaient que dans ma tête, aucun document, aucune note écrite,
Juste ma mémoire édétique et mes calculs mentaux. Ok, ai-je dit tranquillement, essaie donc. Quand tu réaliseras que c'est impossible, appelle-moi. Et tu vas demander plus d'argent. Exact, je vais demander plus. J'ai raccroché. 48 heures plus tard, la firme de cybersécurité avait échoué complètement. 27 tentatives échouées, chacune enregistrée de manière immuable dans Aurora. Des logs détaillés montrant des brute force, des buffers overflow, des tentatives de SQL injection, tout enregistré avec une précision de millisecondes. C'était du point de vue architecturel, de la sécurité au plus haut niveau. Thomas m'a appelé, cette fois avec une vraie panique dans la voix. Camille, s'il te plaît, accepte l'offre, s'il te plaît. Quelle offre? Vous m'en aviez fait une? Ce que Laurent vient de proposer. Non, ça c'est 4 millions maintenant, plus 300 000 en dommages, plus le contrat. Camille, plus une chose. Quoi? Je veux un rôle officiel dans l'organisation, responsable technique en chef, pas d'équipe à gérer, juste moi. Mais rien ne se décide sans mon approbation. Laurent va jamais accepter ça. Alors tu vas rester bloqué, et tes clients vont résilier. Ils vont déjà résilier demain matin. Et ils ont commencé. 2 clients le premier jour, 5 le deuxième jour, 10 clients le troisième jour. À ce rythme, ils allaient perdre tous les 1000 clients en 2 semaines. Et chaque départ représentait une catastrophe financière immédiate. Chaque client qui partait était une raison de plus pour les investisseurs de paniquer. 3 jours plus tard, Laurent lui-même m'a appelé. Mademoiselle Renard. Laurent, nous acceptons votre offre. Moins une chose. Pas 4 millions. 3 500 000. C'était un compromis intelligent. Je pouvais vivre avec ça. D'accord. Plus le contrat, plus le rôle officiel. Oui. Et plus une chose de ma part. Quoi encore? Je veux 1% d'equity. Actions ordinaires, pas des options, pas du fonds de paye futur, des actions. Non, tu as signé des papiers qui disent que tu n'es pas éligible. Les papiers que tu m'as fait signer après m'avoir viré? Les papiers qui mentaient sur les termes de mon emploi? Non, Laurent, ces papiers ne valent rien légalement. Je demande 1% d'equity ordinaire. Camille, où on continue ce jeu jusqu'à ce que Flux n'existe plus et que j'utilise le code que j'ai sauvegardé pour créer ma propre compagnie rivale. Silence. Long silence extrêmement silencieux. 0,5%. 1%. 3/4%. C'est absolument mon dernière offre. D'accord. Et c'était fait. Finalement, c'était vraiment fait. Après 4 jours de négociations impitoyables, nous avions un accord. J'ai travaillé avec mes avocats, 2 avocats en fait, un spécialisé dans la protection de la propriété intellectuelle et un autre spécialisé dans les droits des employés et les discriminations au travail, pour finaliser tout le détail juridiquement irréfutable. Les papiers ont été préparés minutieusement et finalisés 1 semaine plus tard par 3 notaires pour garantir qu'aucun argument légal ne pouvait être soulevé plus tard. 3 500 000 € ont été déposés de manière sécurisée dans mon compte bancaire privé, avec des transferts vérifiés et documentés. Un contrat de consulting de 2 ans à 1 500 € par heure pour 40 heures par mois minimum a été signé par toutes les parties concernées. Et j'avais maintenant un rôle officiel, documenté, irrévocable, de responsable technique en chef de Flux Dynamics, avec un bureau à mon domicile et des droits de veto sur toute décision technique majeure. Et 3/4% d'équité ordinaire, pas convertible, pas dilutable sous certaines conditions, mais des actions réelles, dans Flux Dynamics. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé mon nouveau rôle. 40 heures par semaine, je travaillais de chez moi. Une équipe que j'avais moi-même sélectionnée, qui ne posait pas trop de questions. Aurora, mon système d'assurance sophistiqué, était maintenant invisible. Je l'avais reconfiguré pour être un système de monitoring légitime, extrêmement avancé. Quelque chose qui avait une raison d'être dans le code, qui avait un objectif valide. Quelque chose qui protégeait la plateforme contre les cybermenaces réelles.
Personne ne saurait jamais qu'elle était là. Personne n'aurait jamais besoin de le savoir. Laurent a quitté Flux 6 mois plus tard. Le fonds de capital risque qu'il représentait avait décidé que Flux était trop risqué comme investissement, que le modèle était trop dépendant d'une seule personne, moi, et que cela ne valait pas la peine d'investir davantage. Mais il y a eu une deuxième levée de fonds sans Laurent. Et cette fois, les nouveaux investisseurs savaient que j'étais la vraie raison pour laquelle Flux avait une quelconque valeur réelle. Mon action de 3/4% devenait de plus en plus intéressante avec chaque nouveau round. 2 ans plus tard, Flux Dynamics a été acquise par Ipsedis, une plus grande plateforme SaaS établie, pour exactement 300 millions d'euros. Quand j'ai vu ce nombre sur l'écran de mon ordinateur, le nombre total de l'acquisition, mon premier sentiment n'était pas une joie effrontée. C'était une satisfaction profonde. De la rétribution d'une injustice massive. 3/4% de 300 millions d'euros, c'était 2 250 000 euros, rien que pour l'acquisition. Plus les 3 500 000 que j'avais déjà reçus comme compensation et rupture de contrat abusive. Plus ce que j'avais continuellement gagné en tant que responsable technique de Flux pendant les 2 ans suivants. Plus les années de salaire généreux que j'avais accumulées pendant que je travaillais à un rythme plus humain et soutenable, 40 heures par semaine au lieu de 70. J'avais obtenu plus d'argent, plus de pouvoir et une vie meilleure. Je n'étais plus épuisée. J'avais transformé un licenciement abusif en une fortune. J'avais transformé une tragédie en triomphe, par prévoyance stratégique, en anticipant ce qui allait se passer. Je n'oublierai jamais le jour où Benoît est venu m'apporter un café. Quand il a posé la tasse, il a dit « Camille, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Laurent nous a tous manipulés, il nous a menti. » J'ai souri, un sourire vrai, authentique. « Non, Benoît, tu n'es pas désolé parce que c'était mal moralement. Tu es désolé parce que ça n'a pas marché. » Il ne pouvait rien dire parce que c'était vrai. Cette histoire a une morale. La première, tu as le droit de décider. La deuxième, le vrai pouvoir est dans la prévoyance. La troisième, suppose que quelqu'un va essayer de te le voler. Et la dernière, la plus importante, est que l'injustice a une façon de se corriger elle-même quand tu es suffisamment patiente, assez intelligente et assez préparée. Je n'ai jamais eu besoin de poursuivre Flux Dynamics en justice pour vol de propriété intellectuelle. Je n'ai jamais eu besoin d'utiliser tous les emails et tous les messages que j'avais sauvegardés comme preuve. Je n'ai jamais eu besoin de rendre public ce qui s'était réellement passé dans les coulisses. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'était de rester calme, de me souvenir que j'étais celle qui avait construit le système, et de faire confiance que quand il viendrait, et il venait toujours, je serais prête. Et j'étais prête. Vous savez, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que cela n'a pas été une vengeance spectaculaire. Ce n'était pas non plus de la rancune ou de la malveillance personnelle. C'était de la survie stratégique. C'était moi qui reconnaissais à l'avance, grâce à 2 décennies d'observation du comportement humain dans les startups, ce qui allait probablement se passer, et qui prenait les mesures nécessaires pour protéger ce que j'avais construit. Quand vous construisez quelque chose de valeur, vous êtes devenu une menace. Les investisseurs regardent les créateurs importants avec suspicion. Thomas avait une vision, mais pas les compétences. Il avait besoin de moi. Laurent me voyait comme un problème. Je ne pouvais pas accepter d'être volée et jetée. Aurora n'était pas une vengeance, c'était une protection. C'était mon assurance que quoi qu'il advienne, je gardais le contrôle de la narratif, que j'étais celle qui décidait si Flux pouvait fonctionner, et que ce contrôle me donnait le pouvoir de négocier mes conditions de manière juste. Maintenant, 2 ans après l'acquisition par Ipsedis, je me retrouve dans une situation très différente. Je suis riche, certes, mais plus important que l'argent, j'ai une leçon que je partage maintenant avec d'autres femmes en technologie que je rencontre. Je dis toujours la même chose.
Si vous construisez quelque chose d'important, si vous créez un système qu'une organisation ne peut pas fonctionner sans, alors assurez-vous qu'il y a une couche de protection que seul vous comprenez. Pas pour faire du mal, mais pour vous protéger. C'est une leçon sombre peut-être, mais c'est aussi une leçon de survie. J'ai pris du plaisir à regarder Flux paniquer, mais le vrai plaisir était de voir Flux prospérer après, de voir que Sentinelle était robuste. C'était une validation que j'avais construit quelque chose de bien. Ce que j'aimerais que vous compreniez aussi, c'est que cette histoire n'est pas rare, elle est malheureusement courante. Combien de femmes en technologie ont été écartées juste au moment où leur création allait générer des millions? Combien ont été virées pour restructuration, juste avant qu'un produit qu'elles avaient construit seules atteigne son point de rentabilité? Combien ont vu des hommes moins talentueux que eux recevoir plus d'équité, plus de crédit, plus de reconnaissance parce qu'ils avaient des réseaux, vieux garçons, plus forts? Je ne dis pas que c'était sexiste, bien que statistiquement, les femmes dans la technologie subissent disproportionnément ce genre de traitement. Je dis plutôt que c'était calculé, que c'était stratégique, et que cela avait un nom: l'exploitation de travail créatif. Aurora m'a donné le pouvoir de dire non. Aurora m'a donné le pouvoir de négocier en position de force. Et Aurora, finalement, m'a donné la justice. Pas dans un tribunal, pas sous forme de procès, mais sous forme d'une renégociation de contrat où j'étais celle qui tenait toutes les cartes. Et c'est peut-être le message final que je veux vous laisser. Si vous créez quelque chose d'important, protégez-vous. Pas parce que le monde est entièrement rempli de mauvaises personnes, mais parce que le monde récompense le pouvoir, et que sans pouvoir de négociation, vous êtes vulnérable à l'exploitation. Sentinelle existe toujours. Elle s'appelle maintenant Ipsediscore, mais c'est toujours ma création. Aurora existe toujours, cachée profondément dans le code, attendant patiemment le moment où quelqu'un d'autre essayerait de m'exploiter à nouveau. Et moi, je regarde de loin, très loin, installée maintenant à Monaco, avec ma propre maison, ma propre vie, mes propres projets, en sachant que j'ai créé quelque chose qui va continuer à générer de la valeur pendant des années, décennies peut-être encore. Et que je suis propriétaire d'une partie très réelle de cette valeur, pas juste du mépris ambigu des gens qui m'ont trahi. Donc oui, c'est une histoire avec une fin heureuse. Mais ce n'est pas une histoire de vengeance, c'est une histoire de justice. Et ce n'est pas une histoire unique, c'est une histoire qui se répète chaque jour dans les startups du monde entier. C'est une histoire que chaque femme en technologie devrait connaître, comprendre et utiliser pour se protéger elle-même. Et c'est pourquoi je la raconte. Dans le monde des startups, la trahison est une rationalité commerciale. Survivre, c'est être plus intelligent et plus prévoyant. La seule façon d'obtenir justice, c'est de créer votre propre pouvoir de négociation. Et la seule façon de garder votre dignité, c'est de refuser de permettre à quelqu'un d'autre de décider de votre valeur. Mon nom est Camille Renard, et je suis celle qui a construit Sentinelle. Et personne ne pourra jamais me le prendre. Pas les investisseurs, pas les managers, pas les hommes en costume Rolex qui pensent que tout peut être acheté ou contrôlé. Parce que j'ai construit quelque chose de moi-même, avec mes propres mains, avec ma propre intelligence. Et c'est mien, pour toujours.